et bienvenue à cette rencontre avec l'écrivaine Louise Dupré. Nous sommes à la bibliothèque Robert-Lucie à Repentigny. Bienvenue, Louise. Merci, Danielle. Très heureuse de t'accueillir. Je pense qu'on peut se tutoyer, on se connaît. Oui, et moi, je suis très heureuse d'être ici. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ton livre, l'album multicolore, avait été notre livre du mois ici au Club de lecture de Repentigny. C'était au mois de mai dernier. On l'avait choisi aussi parce qu'en mai, c'est la fête des mères et dans ce livre, tu rends donc hommage à ta mère. Normalement, on t'aurait reçu ici devant public pour parler de ce livre en mai dernier, mais bon, pour les circonstances qu'on connaît, tout ça a été reporté, mais on est quand même choyés de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et moi, j'étais très contente de savoir que vous aviez choisi mon livre. Oui. C'est un cadeau. Bien, écoute, on va sûrement en reparler, bien sûr, de ce livre-là en détail, mais avant, si tu es d'accord, j'aimerais ça qu'on fasse ton parcours, d'où tu viens, comment tu as décidé de devenir écrivaine, comment tout ça a commencé et évolué. Bon, on n'a pas 100 ans, on ne pourra pas tout dire, mais allons-y au plus essentiel. Donc, tu es née à Sherbrooke. Tu as fait des études en lettres. Tu as fait un doctorat sur la poésie québécoise au féminin que tu as complété à l'Université de Montréal. Et en 1989, tu publies un essai qui s'appelle « Stratégie du vertige » et qui porte justement sur l'écriture féminine, en fait l'écriture de 3 poètes, Nicole Brossard, Madeleine Gagnon et France Théoret. Je me demandais si cette préoccupation-là pour l'écriture au féminin est toujours restée dans ton travail et comme enseignante, parce que tu as longtemps enseigné la littérature à l'UQAM. C'était là au tout début de ma pratique. C'est en fait parce que j'ai lu des livres de femmes que j'ai décidé d'écrire. Parce que comme j'ai étudié en lettres, à l'époque, on n'étudiait que des livres d'hommes, d'excellents livres, là, on s'entend là-dessus, de grands écrivains, mais j'avais l'impression qu'il y a une partie de l'univers et de l'imaginaire humain qui m'échappait. Et quand j'ai commencé à lire des livres de femmes à la faveur des années 60 et 70 et du féminisme, je me suis dit, j'ai peut-être quelque chose à ajouter, j'ai peut-être quelque chose à dire, moi aussi, sur l'univers des femmes. Mais tu avais déjà eu à l'intérieur de toi ce désir d'écrire très jeune? Ou... Très, très jeune. Très, très jeune. Semble-t-il que mon grand-père, qui écrivait, me lisait des livres à partir de l'âge de 6-8 mois. Oh. Et ça m'est resté. Pour moi, ça a été quelque chose de chaleureux, de doux. Je m'imagine sur les genoux de mon grand-père, le pouce dans la bouche, en train d'entendre des mots. Et je dirais pas que j'ai toujours voulu écrire, mais j'ai toujours voulu pratiquer un art. Et je vais être franche, là, celui qui coûtait le moins cher à pratiquer, c'était l'écriture. Oui. Bon, parce que sinon, peindre, ça prenait une formation spéciale à l'extérieur de Sherbrooke, la musique aussi, mais écrire, ça prend des dictionnaires, ça prend du papier, maintenant ça prend un ordinateur. Oui, absolument. Mais à l'époque, on écrivait sur des feuilles de papier, des crayons, et ça ne coûtait rien. Et j'ai commencé à écrire pour ça, je pense. Mais je ne le regrette pas du tout aujourd'hui. Nous non plus. Franchement, on est Merci. Très contents. Merci. Très contente de te lire, Louise. Alors, tu publies ton premier livre en 1983 et tu commences par de la poésie, donc ça s'intitule « La peau familière » et tu auras pour ce recueil le prix Alfred Desrochers. Pourquoi la poésie? Pourquoi la poésie? Parce que j'ai commencé par lire des poètes chez les femmes. Et quand on commence à écrire, on veut imiter d'une certaine façon. Mais ce n'est pas vrai complètement. Parce qu'à l'époque, j'avais un jeune enfant. Et quand on a un jeune enfant, on ne peut pas faire des livres qui sont très longs et qui prennent une continuité. Écrire un roman, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail quotidien, alors que la poésie est plus souple. On écrit des poèmes,
on arrête, on peut recommencer plus tard. Et si un poème n'est pas bon dans un livre, on le met dans la poubelle de son ordinateur. Ou à l'époque, on le jette carrément dans la poubelle et on en fait d'autres. Mais un roman doit être bon du début à la fin, ou si on recommence une partie, on peut être obligé de recommencer tout le roman, parce que là, le début ne tient plus, la suite ne tient plus. Donc, je n'avais pas le temps à l'époque. Parce que c'est une entreprise de plus Oui. longue haleine, en fait. Exactement. C'est une entreprise de très longue haleine et c'est une entreprise qui demande beaucoup de régularité. Donc, tu commences par écrire de la poésie, tu en écris encore. Oui. Bon, tu as écrit des romans, j'ai parlé d'un essai, tu as écrit une pièce de théâtre, j'espère qu'on aura le temps d'en parler. Donc, tu as publié quoi, une douzaine de recueils depuis ton premier? À peu près, À peu près. Et il y a un recueil pour lequel tu as reçu, entre autres, le prix du gouverneur général, le grand prix du Festival international de la poésie, c'est Plus haut que les flammes, qui est paru quoi, en 2010? 2010, c'est ça. C'est un recueil exceptionnel qui a été salué partout, qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique, d'ailleurs. Et dans ce recueil, donc, tu abordes la question des camps de la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement le sort des enfants dans ces camps, et tu fais le parallèle avec un enfant, ou enfin la narratrice fait le parallèle avec un enfant qui est proche d'elle. Alors, comment tout ça s'est mis en forme dans ta tête? Bon, alors, ça vient d'un élément totalement autobiographique. Je suis allée à Auschwitz et Birkenau, les deux camps d'extermination qui se trouvent en Pologne. Et à l'époque, mon petit-fils avait 1 an. Et je t'interromps. Oui. Je m'excuse. Je veux savoir pourquoi tu avais décidé d'aller là. Pourquoi? Parce que j'avais été invitée à un festival à Brno, en République tchèque. C'est tout près d'Auschwitz. Ça se fait en train. C'est à peu près 3 ou 4 heures de train. Et la douleur m'interpellait. Mais j'avais très peur de visiter des camps de concentration et même je fuyais les films sur les camps de concentration. Je n'aimais pas ça, je trouve ça, c'est horrible. Et je me suis dit, c'est peut-être la seule chance dans ma vie que j'aurai d'aller à Auschwitz. OK, je comprends. Alors, je ne peux pas rater ça. Donc, je suis passée par-dessus toute ma crainte et je me suis rendue à Auschwitz. Et donc, ton petit-fils avait 1 an? 1 an. Et je me suis retrouvée devant une vitrine où étaient exposés des vêtements de bébé qui avaient été exterminés et un biberon cassé. Des tout petits vêtements, là, des petites robes mitées et ce petit biberon-là cassé. Et j'ai vu mon petit-fils dans ces vêtements-là. Alors, je pense que les grands-mamans qui sont là et qui me regardent vont comprendre. J'ai vu mon petit-fils et j'ai comme craqué. Et j'ai été 1 an sans pouvoir écrire. Rien du tout? Bon, quelques poèmes, mais c'était coup-ci, coup-ça. Et je me suis dit, si je n'écris pas là-dessus, je n'écrirai plus jamais. Alors, est-ce que tu acceptes de nous lire le début? Le début. Parce que c'est comme un roman. Hein? Oui. Alors, c'est narratif, tu nous racontes quelque chose. Ton poème a surgi de l'enfer, un matin où les mots t'avaient trouvé inerte au milieu d'une phrase. Un enfer d'images fouillant la poussière des fourneaux et les âmes sans recours, réfugiées sous ton crâne. C'était après ce voyage dont tu étais revenu, les yeux brûlés vifs de n'avoir rien vu. Rien, sinon des restes, comme on le dit d'une urne qu'on expose, le temps de se recueillir devant quelques pelletées de terre.
car la vie reprend, même sur des sols inhabitables. La vie est la vie, et l'on apprend à placer Auschwitz ou Birkenau dans un verre, comme un souffle insupportable. Il ne faut pas que le désespoir agrandisse les trous de ton cœur. Le tu, Louise, la deuxième personne, pourquoi? Pourquoi? Parce que ça crée une distance. En fond, c'est un jeu mis à distance de lui-même, là. On comprend ce que la distance en temps de pandémie, n'est-ce pas? Alors, on sait que quand on se parle au-dessus, on prend une certaine distance. Et j'étais tellement émue en écrivant ce livre-là que j'avais besoin de distance. De cette distance. J'avais besoin de... Je ne pouvais pas dire « je ». Je l'ai essayé au jeu pourtant. Et puis, je n'étais pas capable. Parce que souvent, les choix qu'on fait, ce n'est pas des choix, prémédités. On essaie, tu le sais bien, toi aussi tu écris, on sait bien, on essaie un pronom, puis on se dit, bon, ça fonctionne, donc je continue de cette façon-là. Tout à fait. Donc, tu es poète, mais tu es aussi romancière, et ton premier roman, c'était La Mémoria en 1996, prix de l'Académie des lettres du Québec, le prix Ringuet, prix de la Société des écrivains canadiens. Qu'est-ce qui, tout à coup, en 96, tu dis, bon, mais là, en fait, tu l'as décidé avant, mais que dans ces années-là, tu dis, bon, là, c'est le roman qui m'intéresse. Ton enfant avait grandi, peut-être? Oui, d'une part. Et d'autre part, ça faisait très longtemps que je voulais faire un roman, depuis que j'avais la jeune vingtaine. Mais je n'avais pas le temps de le faire, je n'avais pas le tour. Et puis, tout à coup, j'ai décidé d'écrire ce roman-là, dont je caressais le projet depuis un certain temps. Et j'enseignais, j'ai eu une année de congé, donc j'ai pu me consacrer au roman et j'ai écrit La Mémoria. Et ça, c'est donc l'écriture au quotidien? Oui, tous les matins, régulièrement. Parce que quand on laisse un roman, ça je pourrais en reparler plus tard, à un moment donné, nos personnages nous boudent. Alors, ils n'aiment pas du tout se laisser abandonner, se faire abandonner comme ça. Puis quand on reprend, il faut les réapprivoiser. Puis c'est long et difficile. C'est drôle que tu parles d'abandon parce que dans ce livre-là, La Mémoria, ça commence justement par ça, un abandon ou une rupture amoureuse. Est-ce que tu te souviens, ça fait longtemps, mais dans quel état d'esprit tu étais quand tu l'as écrit? Dans quel état d'esprit? Dans un état d'esprit, je vais être franche aussi, sur le plan autobiographique, j'ai vécu des ruptures, moi aussi, qui n'en vit pas aujourd'hui. Et je me posais la question, comment est-ce qu'on peut faire un roman du deuil amoureux? J'étais dans les années 90, durant les années 90. La question se posait différemment, puis elle se pose toujours différemment pour nous que pour nos parents, qui vivaient souvent ensemble 30, 40, 50, 60 ans. Et là, je me suis dit, aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est qu'on doit faire le deuil et recommencer. Alors, comment ne pas faire semblant qu'il n'y a pas de douleur, mais comment garder la confiance suffisante pour recommencer une autre relation? Comment garder l'élan amoureux, en fait? Exactement. Comment y croire encore? Comment y croire? Comment ne pas dire « Ah, moi, j'aimerais plus jamais, je m'engagerai plus jamais, il n'y aura plus une autre personne dans ma vie. » En fait, on le dit, mais c'est pas vrai nécessairement. C'est heureux que ça soit pas vrai, d'ailleurs, parce que maintenant, on vit longtemps et
on doit recommencer notre vie plusieurs fois. On souhaite, bien sûr, que ça dure toujours. C'est toujours l'idéal, on s'entend. Mais ce n'est pas toujours ça. Et puis, ben, notre travail, ça demande un travail de deuil particulier. Je crois que ce serait intéressant d'interviewer nos grands-mères si elles étaient encore là. Et puis de voir comment elles vivaient ça, parce que souvent, elles ne se remariaient pas ou elles se disaient « Ah, bon sang, j'ai été mariée pendant 30 ans, ça suffit. » Alors que nous, on a peut-être la naïveté, la foi de recommencer. Le désir. Le désir, la force. C'est une force aussi de tout recommencer. Un besoin aussi, peut-être. Besoin, oui, bien sûr. Alors, écoute, tu parlais de deuil, et là, je pense tout de suite à ton roman le plus récent, Théo à jamais, qui est paru aux éditions Héliotrope l'automne dernier. Il est question de deuil, mais là, le deuil qu'une mère doit faire de son garçon adolescent. Alors, l'idée, c'est que l'histoire de ce livre-là, c'est, pour résumer cette histoire-là très brièvement, c'est un adolescent qui tire avec un gun sur son père. On est dans un auditorium universitaire où son père donne une conférence. Le père ne meurt pas, mais le garçon est tué par un policier. Mettons que je résume ça comme ça. C'est exactement ça. Bon, d'abord, dis-nous, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'écrire là-dessus? Bien, d'abord, la situation actuelle me préoccupe beaucoup, au sens où les adolescents sont des, j'aime pas ce terme-là, mais c'est celui qui me vient, des boîtes à surprises. Et les parents qui ont des adolescents sont très inquiets, ils passent des phases extrêmement difficiles. Et deuxièmement, il y a une violence, surtout chez les garçons, chez certaines filles, mais c'est surtout chez les garçons. On a vu le petit garçon cette semaine de 17 ans qui a tiré sur deux manifestants aux États-Unis. Cette facilité-là de passer à l'acte, c'est très inquiétant. Et ça fait très longtemps que je lis là-dessus. Que j'ai lu un livre écrit par une des mamans des tueurs de Columbine. J'ai lu plusieurs témoignages souvent des femmes qui vont parler de la douleur que ça leur cause quand elles voient que leurs enfants passent à l'acte et tuent d'autres personnes. C'est terrible parce que oui. Cette mère-là, dans ton livre, elle se dit... Comment je peux continuer à l'aimer alors qu'il a fait quelque chose qui n'a pas de sens? Et comment je peux essayer de comprendre pourquoi il l'a fait? Et finalement, la culpabilité de se dire, comment se fait-il que je n'ai rien vu? Ça, c'est... C'est terrible pour des parents. C'est terrible pour des parents. Et tous les parents disent la même chose. La mère du petit Kevin de Columbine disait « Nous n'avons rien vu ». Et beaucoup de parents vont dire ça. Même chose pour des jeunes terroristes. Alors, ils ne voient rien, ils ne voient pas les choses arriver, et puis ils se retrouvent dans une situation qu'ils n'avaient pas prévue, avec une culpabilité énorme. Alors, encore une fois, la narratrice est une mère, une belle-mère dans ce cas-là, parce qu'elle n'a pas donné naissance au petit garçon, mais c'est comme son enfant. Puis elle se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait d'incorrect? Et qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Oui, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Et ça, de toute façon, nos enfants n'ont pas besoin de passer à l'acte. On se pose toujours ces questions-là. Oui. Quand il s'agit de nos enfants, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Exact. Une amie psychologue disait que la culpabilité, ça vient avec la naissance d'un enfant.
Alors, Oui. et les femmes sont très, très bonnes pour la culpabilité, et les mères tout particulièrement. Alors, j'ai voulu parler de ça, j'ai voulu aborder cette question-là, et je crois qu'on ne parvient pas à expliquer certains actes. Il y a une opacité. Ça reste en partie inexpliqué dans ton livre, c'est-à-dire Oui. que la mère fait enquête auprès d'un de ses anciens profs, ses amis, son entourage. Elle comprend des petites bribes, mais on n'a pas le fin mot de l'histoire, là. On ne sait pas vraiment pourquoi il le fait. J'aimerais que si tu acceptes Oui. de nous lire un petit extrait. En fait, elle se demande aussi comment faire la paix avec ce fils. Un instant. Oui. J'en suis arrivée à penser que je n'arriverai jamais à faire mon deuil. Parfois, dans la rue ou le métro, je vois un enfant qui ressemble à Théo et les larmes me montent aux yeux. Parfois, Théo m'apparaît en rêve, le visage déformé par la haine, et mon cœur se met à s'emballer. Derrière sa haine, il y avait une grande souffrance, je sais, et j'aurais envie de le prendre dans mes bras. Ce qui m'aide, c'est qu'il n'a pas tué Karl. Mais la pensée qu'il ait pu tourner son arme contre les auditeurs me fera toujours horreur. Peut-on excuser la violence au nom de la souffrance? Je ne voudrais pas être juré au procès d'un tueur de masse. Moi non plus. On a tendance, quand on lit ce roman-là, à vraiment s'identifier à cette femme, à se dire « je ne saurais pas plus qu'elle par quel bout prendre ça ». Mais elle, finalement, elle décide d'écrire. Et c'est par l'écriture qu'elle va se reprendre en main, si je puis dire. Oui, tout à fait. Elle décide d'écrire le récit de sa relation avec son fils et de ce qu'elle croit être les événements, parce qu'elle ne sait pas tout, mais elle essaie de reconstituer l'histoire de sa relation avec son fils pour... Elle espère faire la paix en elle-même. C'est ce qu'on souhaiterait, tout le monde, mais elle veut surtout écrire pour d'autres parents, parce qu'elle voit autour d'elle qu'il y a des parents en souffrance aussi. Si les enfants sont en souffrance, les parents sont en souffrance, et elle dit ça les aidera peut-être. Mais ce que je dirais aussi, c'est que, bon, c'est un sujet très, très noir. C'est un geste horrible que ce garçon-là a commis, mais en avançant dans ton livre, on dirait que malgré tout, à mesure que ta narratrice tente de se réconcilier avec son fils, avec la vie en général, il y a une petite touche de tendresse, de magie, quelque chose qui se passe et il y a quelque chose de bénéfique qui finalement nous enveloppe. Alors ça, je me dis chapeau, parce que avec un sujet comme celui-là, arriver à faire ça, je me demande comment tu as fait. Bien, je pense que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup observé. On regarde les gens qui traversent de grandes douleurs et s'ils s'en tirent, c'est parce qu'ils se sont ouverts dans la souffrance. Prenons des rescapés des camps. Prenons des gens qui ont fait de la prison injustement, des gens qui ont été torturés. Souvent, c'est des gens qui sont beaucoup plus humains. Une personne qui a tout réussi dans sa vie et qui n'a jamais eu de grande douleur est généralement assez banale. Mais une personne qui a souffert, une personne qui a souffert développe de la tendresse, ou bien elle se ferme de la violence. Totalement. Oui, de la violence, de la tendresse, ou de la violence, de la colère. C'est pas mauvais, la colère, mais il faut savoir quoi faire de sa colère. Et
la souffrance est tellement grande qu'elle n'éprouve pas de colère, elle est totalement atterrée et elle se relève doucement, doucement. Et puis, elle essaie d'aider son mari parce que lui est blessé. Alors, il est blessé dans les deux sens du terme. Dans les deux sens. Quand son fils tire sur soi, ça ne doit pas être facile. Ouais. Et lui aussi sent de la culpabilité, mais lui ne le dit pas. Il n'est pas pareil, il ne le dit pas. Il n'a pas les mêmes armes qu'elle. Elle est monteuse, elle travaille en cinéma, c'est une artiste, elle est plus, je dirais, extravertie. Lui, c'est un scientifique qui est plus introverti. Alors... Donc, elle essaie de l'aider oui. là-dedans, pour qu'il essaie de sortir un peu oui. son mal-être. Oui, et puis ils ont une petite fille aussi, puis ils ne peuvent pas laisser la petite fille, ils ne peuvent pas abandonner la petite fille. C'est ça. Il faut qu'ils s'occupent de l'autre enfant aussi, tout à fait, qui ne va pas bien du tout. Alors, la vie les ramène à des choses concrètes. Et souvent des petites choses, oui. Mais qui font que ça enjolive un peu la vie, ça donne des instants de bonheur, et donc on recommence à croire que la vie est possible oui. Après quelque chose d'aussi atroce. Exactement. Donc on parle de deuil. Revenons-y à cet album multicolore, donc qui était notre livre du mois de mai qui parle de ta maman, en fait, de ta maman. Et quand ça commence, ce livre-là, tu es devant ta mère qui vient tout juste de mourir. Alors, si tu voulais nous lire le tout début. Le tout début du livre. Je la regarde dans son lit, blanche, aussi blanche que le drap. Elle vient de mourir, ma mère, et je ne le crois pas. À côté de moi, l'infirmier, incrédule lui aussi. Il y a 1 heure à peine, il m'a parlé d'un protocole qui s'imposerait bientôt durant la phase de détresse respiratoire. Détresse. J'ai reçu le mot comme un coup de poing. Détresse. Au fond de son sommeil, peut-être a-t-elle entendu, peut-être a-t-elle décidé de nous quitter avant. Je suis soulagée. C'est le sentiment que j'éprouve devant ma mère, le visage apaisé, encore tiède, comme si elle était plongée dans un rêve heureux. Louise, c'est plus un récit qu'un roman. Oui. Hein? Où tu te mets toi-même en scène comme fille, écrivaine, hein, où on te reconnaît. Tu as donc décidé d'écrire ce livre-là pour rendre hommage à ta mère après sa mort. Est-ce que tu avais un objectif précis? J'ai été tellement bouleversée parce que j'étais là quand ma mère est décédée dans un hôpital de Québec. J'étais tellement bouleversée que j'ai senti le besoin d'abord d'écrire le premier chapitre. Je me suis dit, ça va me libérer, ça va dégager quelque chose en moi. Et dans un deuxième temps, je me suis dit, mais c'est pas fini. Il faudrait que je continue. Et j'ai voulu savoir qui était ma mère. Parce que on ne sait pas qui sont nos parents. On sait que nos parents, ce que sont nos parents comme parents, mais qui sont-ils vraiment? Qui étaient-ils avant d'être nos parents? Et même quand ils sont nos parents, il y a beaucoup de choses qu'ils ne nous disent pas, comme nous, on ne dit pas tout à nos enfants. Et je me suis dit, je vais aller à la recherche de cette femme-là. Dans le fond, c'est une enquête. Mais je ne voulais rien inventer. Je me suis dit, je vais me concentrer sur des photos et sur des phrases qu'elle m'a dites, sur des souvenirs, pour essayer de reconstituer ce que je sais de la mémoire de ma mère. Mais là, une fois qu'on commence, on se rend compte que ma mère était mariée à mon père, donc ça implique mon père aussi. Elle avait un père, une mère, une sœur.
Donc, c'est tout un univers qui s'est mis en place et qui m'a forcé à interroger le 20e siècle. Parce que ma mère était née en 1914. Elle est décédée à 97 ans, donc en 2011. Elle traverse tout le 20e siècle. Tout le siècle au complet. Oui. Et c'est une, je dirais, petite recherche sur les femmes du 20e siècle que j'ai faite. Alors, il y a cette idée, tu disais qu'on ne connaît pas nos parents. On sent dans ton livre que, puis on parlait de la culpabilité un petit peu plus tôt, qu'il y a cette culpabilité-là de ne pas avoir été assez curieuse. Parce que, oui, les parents nous cachent des choses, mais on peut aussi montrer de l'intérêt et leur poser des questions. Et toi, tu dis, j'ai pas été assez curieuse. Bien, j'avais l'impression que ma mère vivrait toujours. Et je me suis trouvée tellement naïve après sa mort. Elle avait quand même 97 ans. Je sais, mais elle vivrait toujours. Cette femme-là était immortelle. Je pense que nos parents sont, par essence même, immortels. Et quand ils meurent, mais on se dit, mais ça se peut pas, elle est morte. Puis je lui ai pas demandé telle chose, je n'ai pas demandé, je me suis jamais intéressée à tel point. Et, pourquoi? Tu as écrit une pièce de théâtre, Tout comme elle, qui avait été mise en scène par Brigitte Hennequin, où il y avait, je pense, 50 comédiennes sur scène. Et ça parlait justement des rapports mère-fille, de la complexité de ces rapports-là. Donc, le fait d'écrire l'album multicolore sur ta mère, c'est aussi une façon de prolonger ce questionnement-là, non? Tout à fait. C'est-à-dire que dans Tout comme elle, c'est un questionnement plus universel, je dirais, sur la relation entre la mère et la fille, parce qu'il y a des motifs qui reviennent d'une mère et d'une fille à une autre mère et une autre fille. Il y a des modèles, si on veut. Oui. Mais là, c'est ma mère et quelle était la relation à cette femme-là? Et effectivement, ça permet de donner un point de vue qui est plus personnel, dans le fond. Ouais. Est-ce que tu as hésité à confier certaines choses par rapport à ta mère? Oui, j'ai hésité. Et puis, même encore aujourd'hui, je me dis, ah, bon sang, j'ai pas parlé de ça. Maintenant, je verrai telle chose davantage de cette façon-là. Pourquoi est-ce que j'ai pas creusé ça? Tu as 2 frères. Est-ce qu'ils l'ont lu? J'ai 2 frères. Oui, ils l'ont lu. Et puis? Bien, ils ont aimé le livre. C'est bien sûr que c'est ma mère à moi, hein, c'est pas leur mère à eux. Parce qu'on ne voit pas notre mère de la même façon, les uns et les autres, dans une famille. Oui, c'est vrai. Et on n'arrive pas au même moment dans la vie d'une personne. Et peut-être qu'ils n'éprouvent pas la même chose que moi en ce qui concerne ma mère, constamment, et puis ce sont des fils aussi. Je crois que la relation mère-fils est plus facile que la relation mère-fille. Ça, en tout cas, elle est différente. Je ne veux pas lancer... Je ne sais pas si elle est plus facile, elle est différente. Je ne veux pas lancer une polémique, mais c'est différent. Oui, exact. C'est-à-dire qu'avec la mère, on se sent davantage confronté parce qu'on lui ressemble. Ma mère, mon miroir. Ma mère, mon miroir, c'est notre miroir et on est le miroir de notre mère. Oui. Fait que quand on dit « Maman, non, je ne suis pas toujours ton miroir », parfois la maman dit « un instant Et là, on doit s'affirmer, ce qui crée des petites frictions. Mais bon, c'est normal. C'est normal. Et puis avec le temps, bon, on se rend compte que ça s'efface. Pas toujours. Mais Brigitte Hennequin terminait le spectacle avec une phrase qui était dite par Janine Suto, qui, à l'époque, avait 84 ans, et qui, avant de sortir de scène, elle disait « Moi, j'ai pas de problème avec ma mère. » Évidemment, à 84 ans, on n'a plus de problème avec sa mère. Bien heureuse. Alors, Louise, écoute, on va se laisser là-dessus. On aurait pu continuer encore et encore et encore. Donc, j'espère que quand toute cette crise sanitaire sera terminée, on pourra te
te revoir ici, mais avec public. D'ici là, je m'adresse à vous pour vous dire que si vous avez des questions, des commentaires, ils sont bienvenus. Vous pouvez utiliser les médias sociaux. On vous répondra. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Louise. Merci beaucoup, Danielle. C'est un grand plaisir. Partagez.